droit universel du vote, sous le prétexte que les autres sont sous la dépendance de quelqu'un d'autre et que donc ils ne bénéficient pas de la liberté minimale pour juger à leur propre compte, hein, qui sont dépendants d'une personne et donc que leur jugement sera soumis à la volonté de cette autre personne dont ils dépendent, que ce soit le maître pour les serviteurs, que ce soit le patron pour les ouvriers, etc. Et puis, pour ce qui est des femmes, même réflexion, la femme est dépendante de son mari, donc elle ne peut pas exercer librement un jugement humain universel à son propre compte, sans consulter son mari, sous risque de conflits de famille, etc. Et la famille patriarcale reste une des institutions qui est reconnue encore dans la modernité. Et donc, cette généralisation effective de la participation du peuple à la décision juridique, législative, est un principe depuis le début, depuis la philosophie du Moyen-Âge, mais ça ne devient une réalité qu'à la fin du XIXe siècle. Et alors, paradoxalement, c'est quand ça devient réalité que les principes qui justifient la réalité commencent à perdre leur sens. Puis comment ça se fait? Vous voyez ? Alors là, disons, je dirais qu'il y a deux cheminements. Un, est commencé par celui-là, parce qu'il est plus clair. C'est que, essentiellement en Europe, puis peut-être plus en Europe continentale qu'en Angleterre, il y a le développement, à la suite des intellectuels de gauche, marxistes, socialistes, etc., d'une action massive de la classe ouvrière pour la revendication de l'exercice de leurs droits. Et ça, c'est tardif par rapport au principe. Il a fallu une mobilisation, il a fallu une capacité effective de s'organiser en parti. Hein. Il a fallu les organisations syndicales de lutte contre l'autorité absolue du patron dans l'entreprise et tout ça, pour aboutir à une reconnaissance officielle du droit du peuple, c'est-à-dire la majorité du peuple, c'est-à-dire les travailleurs, et pas les élites, et pas les capitalistes, les propriétaires, à participer effectivement à la définition de l'organisation sociale, c'est-à-dire, en termes modernes, à la production de la loi. Et là, on arrive aux institutions démocratiques sur le plan politique, mais qui se mettent effectivement en place, pas dans les principes, mais dans la réalité vers la fin du 19e. Et une bonne partie du 20e va être occupée par la consolidation de cette capacité ou par une révolte contre cette capacité de la part, par exemple, des mouvements fascistes, des mouvements qui deviendront des mouvements totalitaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que dans la pratique même de la démocratie, il y a une subversion de la démocratie. Et ça, c'est pas compréhensible, indépendamment du rôle que l'économie marchande joue de plus en plus dans les sociétés modernes. C'est que on constate que le principe même du marché devient la cause fondamentale de l'injustice et de l'inégalité. Or, le marché découlait des libertés classiques, liberté de propriété, liberté de disposer de soi, liberté de travail, et qui aboutit pour les travailleurs à une perte de toutes les défenses traditionnelles qui encadraient l'activité productive dans le cadre des corporations, dans le cadre des liens personnels avec des patrons, etc. Vous voyez, l'exemple type, c'est la loi Le Chapelier en France, qui au nom des principes révolutionnaires interdit les coalitions ouvrières. Vous voyez. Alors, la lutte sociale, politique du peuple, c'est-à-dire la majorité du peuple, c'est-à-dire des travailleurs, va se tourner contre ces restrictions. Dans une première phase, elle va viser la réalisation d'objectifs universels, c'est-à-dire la fixation de limites à l'arbitraire patronal, à l'arbitraire de l'argent, à l'arbitraire économique. Hein,
défense des travailleurs dans les entreprises, conditions de travail, salubrité, temps de travail, toutes les mesures qui assujettissaient les ouvriers unilatéralement à une compétition à outrance entre eux qui les condamnait à des conditions de vie de plus en plus dégradantes. Et ça, je pense qu'on a un peu oublié, mais le développement de la grande industrie a été de pair avec une dégradation extraordinaire des conditions de travail. Les quartiers ouvriers de l'Est de Londres ont connu vers 1840 des taux de longévité de 7 ans. C'est l'espérance de vie dans ces quartiers, c'était 7 ans. C'est les 9/10 des gamins crevaient avant la première année. Et puis les ouvriers eux-mêmes, ils dépassaient rarement 25-30 ans pour les raisons, disons, d'une misère en même temps économique et sociale. Hein. Le côté de la misère sociale, c'est l'alcoolisme, des choses comme ça. La misère économique, c'est la faim. C'est l'absence de logement, c'est des logements insalubres, c'est pas d'eau potable, etc., etc. Donc, la modernité du capitalisme condamnait une majorité croissante des participants à cet essor économique et à cette richesse collective à la misère. C'est le discours des socialistes. Alors, ils se sont organisés, dans un premier temps, pour réclamer des droits universels, limitation du durée de travail, salaire minimum, un minimum d'assurance sociale, de protection contre la maladie, différentes manières, mais on pourrait dire d'une manière globale, au nom de la loi ou en passant par la loi. Pas au nom de conventions passées avec les patrons. Vous voyez, dans une première phase, l'action a été politique plutôt que professionnelle. Et donc on a eu un essor extraordinaire du droit social. Mais une fois ceci conquis, il s'est passé une différence de perspective. C'est que l'action s'est fractionnée vers la demande de bénéfices ou vers la réalisation d'objectifs de plus en plus particuliers. Et on a abouti à une responsabilisation directe de l'État dans la gestion de l'économie. Pas seulement dans les pays communistes, qui a pris entièrement la gestion de l'économie en main, mais également dans les pays capitalistes où il y avait une pression social-démocrate. Hein? C'est l'État qui devenait responsable du taux de chômage. Donc il devait intervenir dans l'économie pour réguler l'activité économique, pour éviter l'ampleur des cycles économiques. C'est l'État qui devait intervenir dans le domaine social, non seulement pour satisfaire à certaines exigences humaines, universelles, de bien-être, de décence, dans les conditions de vie, etc., mais en liaison avec le maintien de l'activité économique à un niveau élevé. Et donc l'État est devenu gestionnaire je vais vite un peu, gestionnaire de problèmes sociaux, et les problèmes sociaux sont de plus en plus été des problèmes particuliers. Ce qui fait que de l'intérieur même de l'État universaliste bourgeois, l'action ouvrière, dans un premier temps, a élargi les droits à l'ensemble du peuple, mais progressivement a fractionné d'une part ces droits en revendications locales de catégories particulières, et d'autre part a fractionné la forme du droit pour en faire 36 000 régulations ad hoc que l'État avait à charge, ou des ministères d'État, ou des agences d'État, de maintenir à jour, année après année, en tenant compte d'une adaptation aux circonstances, c'est-à-dire au niveau de l'activité économique. Vous voyez ? Et puis aux circonstances en termes internationaux. La première moitié du XXe siècle, c'était les 2 guerres mondiales. L'État social gérait la société d'une manière directe en obéissant à des demandes sociales qui se particularisaient de plus en plus, se fractionnaient de plus en plus, tout en restant organisés ou coordonnés à l'intérieur de grands partis ouvriers. Le grand parti populaire, ouvrier, etc. Et avec ça, dans cette ligne-là, on a vu l'érosion de la puissance des principes comme fondement de la loi.
Ce qui est devenu le fondement de la loi, c'est la capacité de gérer le réel tel qu'il change tous les jours. Donc à la place de l'intellectuel, on a mis l'expert. L'expert qui agit avec les statistiques. Ou l'expert en vote, hein, qui se branche sur des mouvements sociaux pour les représenter, non pas dans des actions idéales, mais dans l'obtention de gains immédiats, d'avantages immédiats, de rapports de force immédiats, etc. Vous voyez? Donc, ce qui soutenait la position de l'intellectuel comme juge et comme producteur d'une pensée sociale destinée à orienter tout le monde, s'est décomposé en des milliers de statuts d'experts sociaux, aussi bien dans la fonction publique qu'à l'intérieur des mouvements sociaux, hein, les leaders syndicaux qui étaient des spécialistes, qui sont devenus des spécialistes de la gestion des rapports de travail et non plus des tribuns du peuple, vous voyez, comme les grands leaders syndicaux du 19e et du début du 20e siècle. Vous voyez, là il y a une mutation essentielle qui se produit. Hein. C'est que la production de la société par elle-même cesse d'être guidée par des idées centrales, des idées idéalistes, qui sont le produit d'une activité intellectuelle indépendante, mais qui sont censées s'adresser à tout le monde pour le remplacement de cette dynamique-là par des formes de gestion de programmes particuliers qui naissent continuellement au cours de la vie sociale. Puis en même temps, on a vu la mutation du rapport entre les partis politiques et leur base. C'était plus un rapport idéologique fondamentalement, c'est un rapport de mobilisation pratique. Hein, une capacité d'aller chercher les votes de telle catégorie en leur promettant la satisfaction de certaines de leurs revendications. Et donc, un monde d'experts remplace un monde de théoriciens, si on veut dire, d'intellectuels. Là, il y a un cheminement qui s'est fait d'une manière extrêmement massive, mais qui n'était pas très visible parce que le type de discours restait le discours des Lumières. C'est le contenu de la pratique éclairé par ces discours qui s'est progressivement transformé d'une manière radicale. Alors, ce cheminement-là, c'est ce que j'ai appelé dans une étude que j'ai faite comparative entre le devenir de la modernité en Europe et le devenir de la modernité aux États-Unis, c'est ce que j'ai appelé la voie sociale démocratique vers une politique gestionnaire qui ne contrôlait plus la société ou n'encadrait plus la société à partir de règles universelles répondant à des principes ayant une portée universelle, une portée intellectuelle, et dont l'évidence pouvait être transmise par une éducation qui a intégré en elle l'appel à la réflexion.